Bienvenue sur Cardio Online au JESFC 2022. Je suis Martine Gillard, cardiologue interventionnel au CHU de Brest et j'ai le plaisir d'être avec Jean-Claude Deharo, cardiologue à Marseille. Voilà, Jean-Claude, on a eu des nouvelles recommandations cet été sur la resynchronisation, sur la stimulation. J'aurais voulu poser quelques questions. D'abord, qu'en est-il des innovations et notamment de la fameuse stimulation ischienne? La stimulation ischienne elle est entrée dans les recommandations alors qu'elle n'était pas tout à fait présente jusque-là. On en parlait un petit peu, mais là c'est la première fois qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'elle fait partie de notre arsenal thérapeutique maintenant. Ça consiste donc à aller stimuler les voies de conduction directement, donc c'est très attractif parce qu'on a l'impression qu'on fait comme ça une stimulation plus physiologique. Alors on va trouver un chapitre entièrement dédié à la stimulation ischienne et à la stimulation de la branche gauche. On verra que bien sûr on n'a pas suffisamment d'études encore pour donner des recommandations extrêmement précises, mais on accepte aujourd'hui un rôle pour la stimulation ischienne. Et si on devait retenir quelque chose, c'est qu'on la proposera à des patients qui pourraient bénéficier de la resynchronisation, mais qui finalement ne sont pas accessibles à la technique parce qu'ils n'ont pas de branche dans le sinus coronaire, on a échoué. Là on peut proposer la stimulation ischienne. Donc oui, il y a une recommandation pour la stimulation ischienne en cas d'échec de la stimulation, de la resynchronisation. Et qu'en est-il de la stimulation sans sonde? Est-ce qu'il y a des recommandations? Oui. Alors là aussi, c'est une magnifique technique qui est arrivée comme ça entre-temps. Ça fait quelques années qu'on met des stimulateurs sans sonde. Alors ça fait vraiment partie là, des recommandations. On a un chapitre sur la stimulation sans sonde. C'est un petit peu comme pour la stimulation ischienne, il n'y a pas d'études vraiment aujourd'hui qui permettent de donner des recommandations de classe 1, mais elle est à proposer aux patients qui ne peuvent pas bénéficier de la stimulation conventionnelle. Un patient qui, par exemple, aurait des difficultés d'accès veineuse, par exemple, d'accès veineux, eh bien, on peut tout à fait utiliser la stimulation sans sonde. Donc là, on voit aussi qu'elle est utilisée un petit peu par défaut, mais en tous les cas, elle fait partie des recommandations. Elle entre vraiment dans notre arsenal thérapeutique. Et alors, est-ce qu'il y a eu des nouveautés ou des nouvelles recommandations sur la resynchronisation, sur la RCRT? Alors sur la CRT, bon, ben là, il n'y a pas eu de grandes études entre les dernières recommandations de 2013 et celles de maintenant, mais il y a eu des clarifications. Alors il y a déjà un point important, c'est que pour une fois, on s'est mis d'accord avec les cardiologues qui s'occupent d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire qu'on a les mêmes recommandations qui sortent au même moment. Bravo. Donc ça, c'est pas mal. Ce qu'on peut retenir comme ça, c'est que finalement, quand un patient a un bloc de branche gauche, l'indication de resynchronisation, c'est une indication de classe 1 aujourd'hui, bien sûr, quand le patient continue à être symptomatique, alors qu'il est traité de façon optimale. On a une largeur de QRS qui est 130 à 150 millisecondes, au-delà de 150, donc c'est une classe 1, entre 130 et 150, c'est une classe 2A. Quand on n'a pas un aspect de bloc gauche, on diminue d'un cran le niveau de recommandation pour les mêmes valeurs de QRS, c'est-à-dire qu'au-delà de 150, ça n'est que du 2A, entre 130 et 150, c'est du 2B. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est la classe 3 si les QRS sont moins larges que 130 millisecondes. Ah oui, c'est-à-dire que le doute qu'on avait avant sur des QRS fait que quelquefois on pouvait quand même soumettre à la resynchronisation, et bien là ça n'est plus reconnu par les recommandations. Si un patient a un QRS de moins de 130 millisecondes, il ne devra pas recevoir la resynchronisation. Le deuxième aspect que l'on connaît dans la pratique, ce sont ces patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche et chez lesquels on doit mettre un stimulateur cardiaque parce qu'ils ont un bloc atrioventriculaire, on doit stimuler leur ventricule. On sait que stimuler fréquemment le ventricule de ces malades-là, c'est les exposer à une dégradation encore plus importante de leur fonction ventriculaire gauche. Et bien là, aujourd'hui, on a une place pour la resynchronisation avec une indication de classe 2A, mais une indication dans ce cas-là. Au passage d'ailleurs, si on échoue avec la resynchronisation, on peut utiliser la stimulation ischienne chez eux. Ah, donc tu vois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et alors, le TAVI, bon, ça m'intéresse énormément. Et qu'en est-il? On sait qu'il y a des troubles de conduction, soit un bloc de branche droit avant, soit des blocs de branche gauche qui apparaissent, soit des BAVC au cours de l'implantation du TAVI. Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus, sur ces nouvelles recommandations? Alors oui, là aussi c'est un domaine dans lequel il n'y a pas eu d'études qui permettent de trancher, mais on y voit de plus en plus clair finalement. Bon, on sait que le patient qui a le bloc de branche droit avant le TAVI, il doit avoir évidemment la sonde provisoire. Attention, il ne doit pas avoir le stimulateur définitif, il doit avoir la sonde provisoire pour avoir son TAVI, et puis on verra après si on l'a pareil ou non, s'il fait lieu. On sait que le patient qui fait du bloc atrioventriculaire pendant la procédure ou dans les 24 heures qui suivent, il va falloir l'appareiller. Et puis ce qui est intéressant, ce sont ces patients qui ont un bloc de branche gauche. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça pose un problème quand même, hein, bien sûr. Ce sont des patients qui attendent une exploration, ce sont des patients chez lesquels on met quelquefois un stimulateur. Bref, l'attitude n'est pas trop tranchée. Alors dans ces recommandations, ce qui est proposé,
c'est soit de faire une exploration électrophysiologique à ces malades-là, soit plutôt, et on est plutôt favorable à ça, de mettre en place du monitoring de longue durée, ce qu'on appelle par exemple une télémétrie ambulatoire, qui vont garder pendant un mois, parce que c'est pendant le premier mois que les événements se produisent. Et d'ailleurs, on envisage en France de faire une étude qui permettra, avec bien sûr à l'échelle de toute la France, de tous les centres français, peut-être de trancher entre l'intérêt de l'exploration électrophysiologique ou l'intérêt du monitoring prolongé. Donc pour ces malades-là, il y a peut-être une solution pour finalement plus rapidement les gérer, parce que c'est un vrai problème d'organisation dans les centres qui pratiquent le TAVI. Merci beaucoup. Merci.